J'introduis, vous savez que Jacques a eu énormément de doctorants. Rien qu'à l'Université libre d'Amsterdam, on en a répertorié 35. Euh, Ahmad Bilal, c'était avant. Donc au total, je ne sais pas combien il y en a, mais au moins une cinquantaine. Oui, voilà. Donc, si vous me permettez, je vais m'asseoir pour lire cette communication. Donc Ahmad Bilal n'a pas pu venir. Pourquoi? En réalité, il était à Chicago. Il est passé à Paris justement juste avant le décès de Jacques. Et puis aujourd'hui, il doit être heureux de ce fait-là. Il est rentré chez lui à Damas pour voir sa famille. Il n'avait pas vu certainement depuis longtemps. Alors son exposé est intitulé En présence d'absence de mon professeur Jacques Touré, à l'occasion de sa commémoration par son étudiant, professeur Ahmed Bilal. Alors que j'étais boursier du gouvernement français, le professeur Jacques Touré a accepté, par correspondance, d'être mon professeur pour préparer une thèse de doctorat d'État S-Sciences géologiques à Nancy. Il a accepté que je vienne le voir à Nancy pour faire sa connaissance. En mars 1973, je pris le train de Royan à destination de Nancy. Le jeune professeur m'a reçu dans son bureau avec la simplicité d'un ami de longue date, ce qui a créé un climat agréable dès mon arrivée. Il m'a tout de suite conduit à l'université de Nancy 1, où il m'a surtout fait visiter les laboratoires de géologie, la cité universitaire où habitent les étudiants, en face de la faculté, ainsi que les restaurants universitaires. Pour finir, nous sommes allés voir le bureau de la responsable des étudiants étrangers. Nous avons descendu plusieurs escaliers à ses côtés, mais soudain, quand nous avons atteint l'entrée du bureau, j'ai voulu me retourner pour qu'il passe le premier, et il m'a poussé pour que je continue d'abord, car c'est moi qui étais arrivé le premier. J'ai compris à ce moment-là la simplicité et la politesse de cet homme, surtout pour un homme comme moi qui venait de loin et qui se trouvait face à quelqu'un qui pouvait décider de son avenir. Nous arrivons donc chez la responsable, à laquelle il m'a présenté comme un Syrien boursier français. Jacques lui a demandé si je pouvais m'inscrire directement en DEA ou si je devais faire une équivalence. Après un rapide coup d'œil, elle a levé la tête et a déclaré: le diplôme syrien est équivalent au diplôme français, donc il peut s'inscrire directement en DEA. Jacques a alors paru se calmer, affichant une sorte de repos, et j'ai senti qu'il était soulagé. C'était une journée longue et chargée. Il ne restait plus qu'à aller manger dans un restaurant tout proche, mais j'ai préféré ne pas l'inviter, même s'il était quelqu'un de très modeste et sympathique. À table, il m'a parlé franchement en me disant: tu prépares un DEA, puis une thèse de spécialité, c'est ce qui est devenu une thèse de troisième cycle. À la lumière des résultats, nous déciderons pour la thèse d'État. Un professeur qui tutoie son étudiant dès la première minute est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux formalités, mais au travail et à la réussite. Cette journée m'a motivé et m'a lancé un défi que j'ai gagné avec mon cher professeur Jacques Touré, avec lequel je suis resté en contact jusqu'à la fin de sa vie. Il m'a encouragé à aller loin dans ma carrière et a répondu à tous mes besoins. J'ai peut-être besoin d'un livre pour tout raconter, mais outre cette introduction, je vais vous parler de Jacques le professeur et l'homme. L'année scolaire a commencé avec une peur effrayante pour moi, car il y avait non seulement les difficultés de la langue scientifique, mais surtout les abréviations linguistiques et scientifiques. Après environ 2 semaines, je suis tombé malade et je ne pouvais ni bouger ni manger, car je n'avais pas d'appétit. Jacques a remarqué mon absence au cours, alors il a demandé à sa secrétaire, une gentille Madame Caron, d'aller voir pourquoi je n'assistais pas aux cours. Jacques lui a demandé de m'amener chez le médecin le plus proche, qui a diagnostiqué une appendicite. J'ai donc été opéré à l'hôpital de Nancy et j'ai pu reprendre le travail et mes cours immédiatement après. On avait terminé la partie théorique et un jour, Jacques m'a appelé dans son bureau.
Il a sorti d'un tiroir 10 échantillons de Bournac dans le Massif central français. Alors Bournac, c'est un pipe volcanique qui a remonté plein d'inclusions de roches profondes, granulites, de faciès granulite. Comme il m'avait prévenu, je devais présenter les résultats lors d'une conférence organisée dans une petite ville de l'OTAN. Alors ça, il me semble que c'est un des nombreux congrès co-organisés par Jacques Touré près de Kristiansand, je pense, en Norvège. Là, ça devait être 1985 parce que j'ai le souvenir moi-même d'y avoir participé à ce congrès de l'OTAN. L'OTAN a organisé des congrès scientifiques à l'époque euh, euh, qui pouvaient fédérer des personnes venant de différents pays de l'OTAN. Alors, en effet, j'avais fait le nécessaire pour me préparer, car cela pouvait décider de mon avenir de manière négative ou positive. J'ai fait ma présentation, puis quelqu'un, nommé comme mon professeur, a demandé la parole, ce qui m'a fait un choc en pensant que ce n'était pas bien. En réalité, ce n'était pas mon professeur, il était du reste sympathique et plus positif que critique, et il s'appelait Jacques Touret, mais T-O-U-R-A-Y. C'était un homonyme, hein, que vous le connaissez peut-être. Jean-Claude, oui, alors lui, il a écrit Jacques. À ce moment-là, mon professeur a pris la parole, Jacques Touré a pris la parole pour me faire des compliments malgré le peu de temps qu'il avait passé avec moi depuis mon arrivée. Cette occasion a permis à Jacques de prendre une décision positive et il m'a encouragé à mieux défier mes collègues en obtenant le DEA avec mention bien. J'ai immédiatement effectué un travail de terrain à Bournac avec l'ami André Lerlou. Je crois que c'est André Lerlou qui avait en effet découvert ce gisement d'enclave de grande profondeur. Donc, Lerlou de l'Université de Montpellier pendant une semaine. Puis j'ai préparé ma thèse de troisième cycle à Nancy pendant que Jacques faisait une année sabbatique en Amérique. J'ai donc défendu ma thèse de spécialité de troisième cycle. Et comme Jacques s'est transféré à Paris, il était logique que je le suive aussi dans la capitale, entre Jussieu et le Muséum d'histoire naturelle, pour préparer ma thèse d'État. Nous mangions ensemble, Jacques et sa femme Lydie, ainsi que moi-même et ma femme. Un peu plus de 2 ans plus tard, j'ai défendu mon diplôme de docteur d'État ès sciences naturelles avec mon professeur Jacques Touré qui encadrait ce diplôme pour la première fois. Il devait être pour la première fois encadrer un diplôme d'État, hein, enfin une thèse d'État. Le plus important dans tout cela, c'est l'homme, Jacques Touré, son esprit humain, l'estime de l'autre, la simplicité et la gentillesse, l'aide aux autres, surtout les étudiants qui l'encourageaient, mais aussi les professeurs collègues. J'ai fait la connaissance de nombre d'entre eux, grâce à lui, même ceux qui n'étaient pas toujours en bon terme avec lui, comme par exemple le professeur Allègre, pour qui j'ai traduit 2 livres. Alors j'imagine qu'il l'a traduit en arabe, Un peu de science pour tout le monde en 2005 et Le défi du monde 2007. Et cela grâce à l'encouragement et à l'ouverture d'esprit de Jacques et à la compréhension du professeur Allègre. Le défunt Jacques Touré se distinguait par son innocence, son âme et son respect à ses collègues et confrères, d'où j'ai pu connaître trop de professeurs, collègues, et établir avec eux, enfin tant de professeurs, collègues, et établir avec eux des projets de coopération sur des sujets en Syrie, dont voici des exemples. Le défunt Jacques Touré se distinguait par son Attendez, pardon. Le professeur Allègre, que j'ai présenté auparavant, bien sûr, le professeur Marc Javois, qui était membre de mon jury de doctorat d'État et m'a invité pour un mois dans son laboratoire avec une bourse française, les professeurs Le Pichon et Huchon de l'École normale supérieure, avec un projet de coopération et un séjour de 6 mois, la professeure Nadine Forêt, présidente de l'Université Pierre et Marie Curie, et son mari, qui était professeur de botanique, le professeur Poty, dont on a déjà parlé, qui était directeur du Centre de recherche sur la géologie de l'uranium de Nancy, le CREGU donc, et le professeur
avec un séjour de 10 jours à l'université de Damas et au centre de Remote Sensing. Le professeur Horowitz, projet de coopération et publication en commun sur la Syrie. Jean-Yves Cotin de l'Université de Saint-Étienne, là aussi coopération et publication en commun. Jacques Korn-Probst de l'Université Blaise Pascal, projet de coopération et de traduction de son livre Les roches métamorphiques et leur implication géodynamique. Professeur Bertrand de l'Université de Lyon, etc. Bien sûr, Jacques a été invité en ces occasions et c'est lui qui m'a encouragé à établir des ponts avec ces scientifiques français. J'ai pu le recevoir à 2 reprises en Syrie dans le cadre de projets de coopération. Quant à Jacques le professeur, j'ajoute à cela sa dignité et son humanité, non seulement avec ses étudiants, mais aussi avec tous ceux qui avaient besoin de quoi que ce soit de sa part pour surmonter un problème. Avec ses collègues professeurs, Jacques a toujours fait preuve de politesse, d'amabilité et de tolérance, en toute gentillesse et simplicité. Bien sûr, sans mon professeur, le défunt Jacques Touré, membre des Académies royales des sciences et des lettres des Pays-Bas et de Norvège, je n'aurais pas pu connaître tous ces professeurs et collègues qui ont créé pour moi un environnement et un climat scientifique incroyable. Je suis très heureux d'avoir pu le voir quelques jours avant son décès. Je venais de Chicago aux États-Unis et lui ai remis mon livre sur la géologie de la Syrie, publié par Cambridge Scholars Publishing, et dont il m'a fait l'honneur de rédiger la préface. Que Dieu ait pitié de toi, mon cher professeur, et que tu ailles au paradis du bonheur, ton étudiant Ahmad Bilal. Voilà. Alors, peut-être si vous le désirez, euh, vous pouvez apporter des témoignages, faire quelques réflexions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Oui, si tu veux, Christian. J'ai eu la chance d'être étudiant de Jacques et Lydie Touret dans leur période parisienne, c'est-à-dire la lucarne euh, à la- que vous avez évoquée dans votre exposé, et puis la période à laquelle s'arrête Michel Cunet là, dans sa présentation, puisque, oui, Jacques, en fait, c'est à l'université Paris 7 qu'il a été nommé professeur. Et il côtoyait donc Claude Allègre, Marc Javois et les professeurs de géochimie, entre autres. Et là, bon, les promotions à ce moment-là, donc c'était année pour nous, 75, 76, c'était des étudiants de troisième année de licence, première année de maîtrise. Euh, Nous avions des cours, oui, de pétrologie, de minéralogie, que donnait Jacques, assisté de Lydie. Bon, le souvenir que j'en ai, alors c'était des cours marquants, euh, parce que enfin, vraiment passionnant. Jacques était passionné et bon, j'en ai des souvenirs, oui, de tableaux couverts de craie à la fin du cours. Euh, C'était danse. Jacques est souvent emporté par son élan. Notez pas les horaires, et, enfin, les cours pouvaient se prolonger, mais en général, l'auditoire en redemandait parce qu'il nous emmenait à la fois dans des choses complexes, des diagrammes de phase, de mélange H2O, CO2, H2O, NaCl, et puis toujours avec aussi une composante historique, non, nous montrant que bon, la science se construisait. Il y avait, oui, à la fois c'est ça, cette dimension historique, bon, oui, toujours le respect enfin, le respect montrant des anciens qu'ils pouvaient souvent, oui, lire dans leur langue d'origine. Ça, c'était
C'est une chose qui savait aussi nous rendre palpables, c'est-à-dire que la communauté scientifique internationale, il évoquait des collègues russes qui étaient, où l'école des inclusions fluides était très bien représentée, mais bon, manifestement, c'était dans cela un chercheur, mais aussi citoyen du monde, quoi, en relation avec tous des chercheurs partout. Voilà, c'est court. C'était, oui, il savait passionner son auditoire et alors avec donc des choses précises et puis des choses qui au moins nous donner envie d'en savoir plus, quoi. Les granulites, ces roches métamorphiques extrêmes, là, de haute température, peut-être de haute pression, bon, ça devenait fascinant pour nous. Et alors on entendait parler, oui, de la thèse de Lerlou sur les enclaves de Bournac, évidemment des granulites de Norvège. Enfin, voilà, ça c'était alors, les cours avaient lieu à Jussieu, mais alors est-ce que c'était ou pour le DEA l'année suivante? De temps en temps aussi, il nous invitait au muséum, dans la salle des élèves. Il donnait une partie des cours là. Oui, je crois que euh, comme ça se passait mal à Paris 7, il avait été hébergé avec Lydie au muséum. Jacques Fabriès, qui était un ami, euh, lui avait donné un bureau. Hein, je crois que c'est ça. Et c'était le DA auquel tu fais allusion, c'était le DA des zones profondes que j'ai moi-même suivi avec 1 an ou 2 ans après toi, je ne sais plus comment. À peine, oui, oui, autant de différences. Et là, on se rappelle, oui, nous montrant des cristaux de quartz avec des inclusions qui pouvaient être centimétriques, enfin, des inclusions fluides qui se voyaient à l'œil nu, ça, ou sortant différents échantillons avec délectation. Là. Oui, j'en garde aussi le souvenir quand Jacques s'asseyant devant un microscope, alors ça, on l'a vu, c'était dans les cours en travaux pratiques, mais une chose qu'on a revue presque 50 ans après, ces dernières années à Paris, quand il passait dans nos laboratoires, ou voir les uns ou les autres, ou encourager des jeunes qui s'intéressaient aux inclusions fluides. Bah, je vois Jacques s'asseyant devant un microscope et prenant la main, c'était toujours avec gourmandise. Enfin, c'est comme un gourmet s'asseyant à la table d'un bon restaurant. Mais je vois encore aussi un autre grand pétrographe, Werner Schreier. Voilà, voir Werner Schreier s'installer au microscope, c'est voilà, c'est des souvenirs de ce genre. Peut-être j'ai aussi une anecdote, enfin, ou un souvenir d'excursion géologique que vous aviez organisée dans les Alpes, alors qui n'était pas le domaine d'élection de Jacques, mais oui, dans l'Oisan en particulier, ou autour de l'Oisan, ça avait été l'occasion, enfin, vous aviez convié à cette excursion un cristallier de Loisan. Alors, on a eu l'occasion comme ça, ou en bord de route, de voir de magnifiques cristaux de quartz, de pouvoir en ramasser. Et le cristallier était arrivé avec une boîte de chaussures, un carton de chaussures rempli de cristaux d'actinite, enfin, le minéral de Loisan. Enfin, voilà, ça laisse des souvenirs. Et alors, le souvenir que j'ai aussi de cette excursion, c'est que il y avait eu un détour fait par la vallée du Guil pour aller voir au cœur de l'anticlinal de Naples les andésites avec des veines de quartz dedans et un minéral fibreux que Jacques nous a présenté comme une zéolite en écho au faciès du zéolite disons, de bas degré qu'on trouve dans les grès du Pelvoux autour. Et puis on était passé là l'année précédente ou quelques mois avant avec Pierre Saliot à l'école, enfin nous étudiants de l'école normale aussi, avec Pierre Saliot qui connaissait bien ce coin et avait chassé pendant des années les minéraux alpins de notre passion. Et Saliot nous avait dit que c'était de la lawsonite, ce minéral fibreux, un habitus très inhabituel pour la lawsonite. Alors, bon, un peu gêné, on va voir, monsieur, on nous a dit que ce minéral, c'est pas une zéolite, mais c'est de la lawsonite. Et Jacques, une réaction, enfin, on était, c'était, il nous était reconnaissant d'apporter ça, cette correction, et puis, enfin, vraiment acceptant la correction. C'était bien sûr, oui, oui, c'était de la lawsonite, mais sous un habitus très inhabituel qui pouvait faire penser à une zéolite. Mais
mais il reprenait il disait, ah mais oui, mais c'est encore plus important si c'est une lawsonite et rebondissant dessus. Enfin, c'était et ça, enfin, je pense que j'ai entendu de Philippe Grandchamp aussi des réactions de Jacques Touret à des corrections qui étaient toujours, enfin, sur des écrits ou des Jacques acceptant, mais avec plaisir et gratitude la correction, ne prenant jamais les choses de travers. Enfin, voilà, c'est ce côté oui, passionné, positif, cette humanité qu'on peut retrouver. Voilà, la passion. Aussi, en même temps, la rigueur, parce que les cours de minéralogie, enfin, j'ai aussi un souvenir d'examen de minéralogie. Là. Euh, bon, on avait une lame mince, et c'était une lame mince, en fait, monominérale, enfin, d'une roche constituée d'un seul minéral, et il fallait pas l'identifier, mais le décrire. Là aussi, rien à savoir, mais simplement donner objectivement tous les caractères optiques qu'on pouvait attribuer à ce minéral dans la lame mince. Alors, après coup, on nous a dit que c'était la volastonite. Voilà, c'était une lame mince. Ouais. Enfin, 50 ans après, c'est des souvenirs qui sont encore vifs. Vous voyez. Voilà, ça, donc c'était la fin, près de la fin de la période parisienne. Oui, Jacques, puisque ça devait se situer, oui, 76 à peu près. Non, il y a encore eu quelques années dont tu as été témoin aussi. Merci. Dans le sillage de ce que vient de dire Christian, je me souviens aussi des cours de Jacques et de Lydie. Pour moi, c'est deux personnes indissociables. Et Christian, tu as plus de mémoire que moi encore sur ce qu'ils nous ont fait faire. Mais c'est vrai que dans cette ambiance de Paris 7, là, moi j'étais jeune étudiante, je découvrais aussi pas mal de choses en géologie. Et on avait vraiment deux personnes qui nous mettaient à l'aise. Il y avait un profond respect quand même de l'étudiant et de l'étudiante. Et ça, j'en garde un très bon souvenir. Et j'ai toujours mes cours. Je vais peut-être rapporter, il y a peut-être d'autres témoignages, mais une des dernières anecdotes avec lui, c'était au Zézi. C'est une petite vacherie que je vais vous raconter. Hein. Euh, il aimait souvent à dire qu'il avait rencontré Escola, par exemple, Roubaud, Madame Jérémine, etc. Et il me racontait que Madame Jérémine lui disait, alors il imitait l'accent russe de Madame Jérémine, ce que je ne saurais pas vous faire. Marcel Roubaud, toujours demandé à professeur Lacroix pour reconnaître le quartz. Bon, c'était une belle vacherie de Madame Jérémine, apparemment. Alors, j'étais un peu surpris en disant, ben enfin, quand même, Marcel Roubaud, c'est co-auteur avec toi du petit Roubaud, justement, dont on a parlé. Alors là, il disait, mais en réalité, ce sont les trois co-auteurs, c'est-à-dire lui-même, Jacques Fabriès et Weisbrod, hein, je crois, qui ont surtout fait le travail. Et puis, Marcel Roubaud l'a plutôt encadré, disons. Voilà. Oui, je confirme. Euh, N'oublions pas aussi qu'il fut quand même un historien de la géologie. Si vous allez sur le site internet, alors ce sera lequel? Celui-là, là. Hein. Je ne sais pas, c'est partagé, ça, oui. Bah, oui. Alors, on en a discuté déjà le passé, puisque on lui a délivré avec Lydie le prix Hélène Berger sur ça. C'est à cause de ses publications, pardon. Oui, là, je vous conseille, moi, d'aller voir, hein, si vous voulez vous renseigner sur la vie et les travaux de Jacques et de Lydie, d'ailleurs aussi, d'aller voir cette page qui est voisine de celle du coffret Géo, par parenthèse. Et vous avez ici, est-ce qu'on peut activer là? Je n'arrive pas à l'activer. Le lien d'Histoire des sciences, alors on va devoir scroller.
Si, en principe, parce que si c'est ouvert en PDF, on devrait. Non, 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 mais on va scroller, hein. Ça, c'est pas ouvert en PDF, c'est donc probablement pour ça. Vous avez ici toute la liste des publications de Jacques Touré. Alors, il y en a, je ne sais pas combien. Il est préférable de ne pas les compter pratiquement. Et puis, n'oubliez pas que vers la fin, voilà, vous avez quand même les publications de Jacques en histoire de la géologie. Il était, comme vous le savez, très féru et cultivé dans ce domaine-là. Et là aussi, alors il y a des choses sur les travaux de dans les travaux du coffre IGO, mais vous savez, il a écrit sur Élie de Beaumont, sur voilà, toutes ces publications sur l'histoire de la géologie. Est-ce que d'autres d'entre vous veulent intervenir? Éventuellement sur Gabriel aussi, non, non, oui. Bonjour, je suis la petite sœur de Jacques Touré et je suis émue de voir tous ses travaux, mais ce que je veux dire aussi, c'est il avait la culture générale de tout, sa musique, littérature, cinéma. Il avait une capacité à retenir tous les articles qu'il lisait et on pouvait l'interroger sur tout. Il connaissait tout, en tout. Et, voilà. Et il était aussi agréable en famille que dans sa vie professionnelle. Voilà. Et d'ailleurs, quand il faisait sa thèse en Norvège, tout au début, il écrivait un article dans l'Ardennais local, et toutes les semaines, il y avait un article sur son périple. Peut-être, je ne sais pas s'il était rémunéré ou pas, mais enfin, ça lui faisait un petit pécule, et les Ardennais étaient très contents de voir ce grand voyageur à l'époque, toutes les semaines, pendant 2 mois d'été. Moi, je suis la fille de Jacques Touré. Et du coup, moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est déjà une très grande porosité en réalité entre la vie privée de Jacques Touré et sa vie de géologue, parce que je crois que c'est quand même ce qui résume le mieux mon père, c'est que c'était un géologue. Et ce qui me frappe, c'est que tous les noms qui ont été prononcés aujourd'hui, pour moi, ce sont des gens qui ont toujours fait partie, y compris de ma vie, étant enfant, parce que ce sont les copains de mon père. Chez Monsieur Lerlou, on allait en vacances, enfin Monsieur Poty, enfin, quand j'avais 5 ans, c'était ça, la vie de mon père, et donc la nôtre. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup parce que vous le décrivez tel qu'il était. Moi, j'ajouterais 2 petites anecdotes de souvenirs d'enfants. On s'arrêtait sur le bord de l'autoroute parce que mon père voyait un affleurement et laissait la voiture, prenait le marteau dont on ne se séparait jamais pour aller machiner son affleurement. Et il y a une deuxième chose qu'il y avait toujours sur lui, c'est un peu de Tipex. Parce que quand il avait récupéré un échantillon, il mettait du petit Tipex et un petit numéro dessus. Et vraiment, la géologie, c'était sa vie. Et je vous remercie. Une chose qui m'avait frappé, moi aussi, dès le départ, justement, à ce congrès de l'OTAN, là, c'est qu'il parlait toutes les langues. Alors, mal, sans doute, mais il se lançait dans des conversations en néerlandais, en danois, en quoi que ce soit. Moi qui avais bien de la peine à parler anglais déjà et qui baragouinais un peu d'arabe, j'étais vraiment très complexé face à lui pour cette affaire. Ah ben, son père est connu. Ah, ta mère. C'est durant notre période hollandaise où on a passé 20 ans aux Pays-Bas. On a habité à Haarlem. Et donc, moi, j'ai changé. C'est un conseil peut-être. J'étais assistante à Paris 7. Et quand on a quitté la France pour nous installer aux Pays-Bas, parce que c'était difficile pour Jacques d'obtenir une chaire à Paris,
Donc, l'Académie des sciences hollandaise de Maatschappij lui offrait, l'attendait à bras ouverts. Donc, on y est allé. Et moi, j'avais rien. Et j'ai écrit 2 lettres pour trouver du boulot. Il y avait à Amsterdam une société qui fabriquait, impliquée dans la fabrication des diamants synthétiques. J'écris. J'ai une réponse, je parlais anglais, c'est tout. Enfin, plus les autres langues. Et réponse positive, d'accord, madame, on vous attend. Bon, ok. Et puis Jacques me dit, écoute, tu sais, c'est un travail très chimique, très thermo, je sais pas si. Et puis, entre-temps, j'étais très copine, puisqu'on faisait les mêmes TP, on subissait les mêmes vacheries, pardon, de la part de Paris 7 que Jean Godin. Je le rencontre au BHV, on parle et tout. Il me dit, ah bah, si tu vas à Harlem, adresse-toi au musée Taylor. Il n'y a personne, ça a été construit en 1782, jamais de conservateur. Je fais une lettre. Il y avait un poste qui était rétribué ou géré par la Arbeidsbureau, le bureau du travail de la ville. J'écris, on me dit, bon, bah d'accord, rendez-vous. Rendez-vous, je m'y range. En anglais, il y a un monsieur qui m'offre le café. Aux Pays-Bas, on commence toujours, même si on doit finir fâché, on commence par un café. On boit le café et tout, on discute. Le monsieur qui était le chef du bureau du Arbeidsbureau, il me serre la main. Il dit, bon, bah, il me dit, merci d'accepter le poste, madame. Personne ne m'avait demandé si je parlais anglais. Enfin, bon, je me pointe au musée, je regarde. Effectivement, construit en 1782, ayant pour directeur un naturaliste qui s'intéressait un peu tout. Et ce musée était surtout un cabinet de curiosité tel que fondé en 1782. Et il y avait une très, très, très grande collection de Kunst, d'art, avec des peintures, des tableaux, des trucs. Pas rangé, rien du tout. Moi, j'ai eu les Michel-Ange à la main. Et donc, personne ne s'était jamais occupé du cabinet des cailloux. J'ai ouvert les tiroirs. Paf, je tombe sur un tiroir de modèles cristalligraphiques de Romée de Lille, deuxième, troisième, quatrième. Puis après, pareillement sur les modèles en bois. Ben, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai oublié de noter que Van Marum, qui était le directeur de ce musée, sauf l'art. L'art était toujours choyé. Il avait quand même une correspondance avec 3500 lettres écrites en français avec tous les naturalistes parisiens. Donc les Cuvier, les Faujas, les Dolomieu, j'ai commencé à lire et je n'ai eu aucun problème de compréhension, bien sûr, d'écriture un peu, parce que l'écriture du 18, manuscrit du 18e, elle n'est pas toujours facile. Et donc j'ai commencé comme ça à mettre la main sur l'aspect historique, donc j'ai complètement changé, ce qui m'a valu aussi d'avoir après acquérir un poste, enfin un grade de conservateur responsable de la collection de minéralogie paléontologie, là aussi en paléontologie des richesses, l'Homo diluvit esti, enfin, des choses absolument uniques. Et, et donc j'ai fait ma vie professionnelle sans avoir eu des cours d'histoire des sciences autour de cette collection. Et quand bon, je suis rentrée en France pour des raisons personnelles, que je vais avouer. Ma fille ne voulait pas se scolariser en Hollande, donc elle a fait ses études à Paris et donc moi je suis revenue, Jacques a continué sa carrière et donc et puis arrivé à Paris, j'ai eu aucun mal à être intégrée à l'école des mines où j'ai développé aussi cet aspect historique. Jacques a pris sa retraite en 2002 et à la retraite, bah, il s'est mis aussi à l'histoire des sciences. Donc, il s'est intéressé à l'histoire des sciences, c'est d'écrire un objet, c'est d'écrire une excursion, c'est d'écrire un personnage. Et donc, les 3500 lettres qui sont toujours aux Pays-Bas me sont bien utiles. Et on a quitté les Pays-Bas il y a 20 ans. Et je découvre grâce à Sal que de chers copains, Salle, c'est Salomon ici. on dit Sal,
un bouquin dont je découvre le contenu qui s'est bien inspiré sur les étiquettes anciennes, puisque j'ai commencé à les décrire, à les analyser, le papier, l'encre, le temps, est-ce qu'il pleuvait, il y avait des taches ou pas. Et surtout cet aspect minéralogique, parce qu'on peut, sans séparer l'étiquette de l'échantillon, analyser les deux séparément. L'échantillon du plus haut sommet du Mont Blanc, bon, ben, c'est écrit de la main de Saussure et l'échantillon est là. Et voilà comment, au détour d'une carrière, mais je pense que on peut trouver, en tant qu'épouse qui suit le mari, autre Mais chose. à la fin, c'est le mari qui a suivi l'épouse. Quand il est Exact. revenu, Oui, 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 oui. Après, il a fait des... Ah oui, il a découvert les visites guidées. Ça, c'était son, son pied. Mais je vais conclure, je voulais dire après les remerciements que c'était quand même un casse-cou. Ça n'a rien à voir avec sa carrière, mais c'est un explorateur. Dans les environs de, il devait avoir 2 ou 3 ans, il faisait de l'expérimentation de la barre fixe. Il a pris un manche à balai, il a essayé de voir ce que ça faisait. Paf, le balai s'est cassé, il s'est enfilé le manche dans le menton, qui lui a valu une belle cicatrice définitive. Un peu plus tard, 2, 3 ans après, bon, il a décidé de vérifier les échanges de chaleur. Un bol de lait chaud sur le coin de la table, il essayait de voir ce que ça faisait en mettant les doigts dessus. Il s'est brûlé la poitrine, mais une taille incroyable, la brûlure. C'est, là, à l'état adulte, ça faisait une feuille de A4. Et puis après, ah oui, et, et la deuxième chose, enfin la troisième plutôt, que je trouve rigolote, mais que je n'ai pas comprise, j'ai trouvé une lettre, tu dois connaître les parents de Christiane enfin, de Jacques, pendant la guerre, sont partis dans le midi de la France à Rouvenac. C'est ça. Et j'ai trouvé récemment, là, enfin j'ai remis à jour une lettre à monsieur qui écrit: Mon cher Jacques, en vous voyant, le maire de Rouvenac, une lettre de 1945. Jacques est né en 1936, donc il avait 9 ans. Mon cher Jacques, en allant, je sais où, voilà, j'ai découvert un site habité du je ne sais quelle dynastie humanoïde, et elle est taillée dans une pierre calcaire qui est blanche, patati patati patata. Et donc, cet adulte écrivait à un gosse de 9 ans en lui décrivant un site calcaire qui l'intéressait. Donc déjà, il était pro-caillou. Mais enfin, c'était quelqu'un de rigolo. On pouvait le charrier. Et il s'intéressait à tout. Vous lui filiez un journal, il lisait tout, la nécro, le sport, les accidents. Voilà. Ah oui, non, ça oui. Non, mais il pouvait aussi bien parler à un clochard dans la rue qu'avec un académicien. Et il était ardennais. Non, c'était pas une, non, non, c'est pas une méchanceté. est-ce que d'autres veulent intervenir? Je vais parler, comment dire, le coffret Géo par le petit bout de la lorgnette, puisque je ne comprends pas grand-chose du coffret Géo. Et pour Jacques, ce que j'appréciais, c'était sa langue. C'est-à-dire, par exemple, les expressions incompréhensibles pour moi, mais fascinantes, c'est inclusion de fluide, choses comme ça. Alors pour moi, c'est antinomique. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais un fluide, c'est un truc liquide, jusque comment j'imagine, et inclusion, c'est-à-dire que c'est un truc liquide qui rentre, qui a plus de force qu'un truc solide. Et pour moi, ces expressions, bon, ben, elles sont magiques. Et ça, c'est le cas de pas mal d'expressions que vous utilisez, que je ne comprends pas, et qui m'amusent beaucoup.
Et la deuxième chose que je vois de Jacques aussi, alors il y a plein d'exposés que je n'ai pas compris, mais alors il y en a un que j'ai quand même un petit peu compris, c'était sur la tombe de Napoléon aux Invalides. Et ce que j'aimais chez lui, c'était, enfin je le voyais, ignorante comme je suis, comme un conteur. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.